Bonjour à tous. Nous allons donc commencer cette réunion. Thank you very much, Professor Yunus, to be with us. Merci à Tony Estanguet, à Benoît Piguet qui représente Nicolas Ferrand qui nous rejoindra peut-être un peu plus tard. Cher Olivia Grégoire, merci d'être là également. Yann Arthus Bertrand qui nous rejoint puisque c'est le président des canaux maintenant et que donc il fait son premier comité ESS 2024 en tant que président des canaux. Et puis, nous avons Johan Noguier de l'équipe de Younous, Jean-Luc Perron de l'équipe de Younous, Paris 2024 représenté par Marie Barzac et Georgina Grenon, Riyad Salem, parrain de ESS 2024, il y a la ville de Paris avec Pierre Jabadan qui doit nous rejoindre, Florentin Letissier, le département du 93 avec Mathieu Hanotin qui doit nous rejoindre également. Voilà, donc on va commencer la réunion. Et je voulais vous dire que cette réunion était sur le thématique du handicap. This meeting is on the disable thematic. And bonjour Sylvie Mario qui représente la région Île-de-France et qui vient de nous rejoindre. We have the opportunity to have Professor Yunus to start this meeting and to tell us a little bit about the situation with the COVID in Bangladesh, but in the world, the impact on the economy and also the impact on social business in the world. Nous avons la chance d'avoir le professeur Yunus avec nous qui va nous donner de son point de vue d'échange international quel est l'impact de cette crise sanitaire au niveau mondial, sur l'économie aussi, et sur comment il voit le social business dans ce contexte. Professeur, I give you can speak to us now. Okay, thank you. So refreshing to see you all right in front of me while I'm sitting here inside my home for so many months now, more than a year. So it's wonderful to be with you, and greetings to all of you, and greetings to Solidio and also my friends here, Tony Stange and Jean-Luc and Jan. Good to see you, Jan, again. And Marie, good to see you. All of you, Olivia, and also my friends in Lacanau. So everybody who's there. And we are very happy that get together again, even in the depth of all the pandemic problems that we have around the world. And I have been raising this issue again and again about the vaccine. The vaccine has become a symbol of global selfishness and global greed, where money and profit is versus the life of people. Okay. So we are trying to address this issue in a global way, how to make vaccine as a common public good, a patent-free good, so that every country can produce these vaccines, makes it available. At the same time, appealing to all the countries to make sure that we have a global vaccine production plan and also distribution plan. There is no such thing as neither a distribution plan nor a production plan. Everybody is busy to get things together. But in this context, having this meeting, Paris 2024, with ESS 2024 is very important, because this gives a new meaning to us about the Olympic. Seeing Olympic from the eyes from the pandemic. It looks far away, 2024. We were trying to make our life relevant to the people of Paris, people of the world, through this Olympic, through these games, by bringing social business into the picture and so on. That's why we are organizing this ESS 2024 meeting, celebrating the expansion of social business producer, distributors getting involved with it. The relevance, the most important thing that we see now is it has become compelling in the sense that it's no longer we are just planning for future, it is actually planning for now. 2021 becomes a very relevant year for 2024. What we do in 2024 begins from now. At the same time, it is organized in a way it is relevant to the people right now.
in this context. That the thing that we do, the people who are suffering at the lower level of economy, they can bringing people together to organize themselves to produce for Olympic itself. So Olympic becomes relevant in pandemic. So that's the theme that we have to see how social business can connect both sides of it. It's a challenge, and we have to take that challenge. And this is why we're very happy that we can get together, discuss this challenge, how to make this Olympic relevant for today, not relevant only in 2024, but it is relevant today because it has a contribution to make in the life of the people, in the life of the people's thinking, how to make it, make sure that we create activities which will be beneficial to people. So I'm very happy to be with you raising this question. I hope this will be discussed. Thank you very much. Thank you very much, Professor Yunus. We have the challenge to make these Olympic Games more inclusive. On a ce challenge-là. Tony, vous l'avez pris, Tony Estanguet, président donc de Paris 2024, à bras de corps depuis maintenant plus de 2 ans que nous avons lancé ce programme. Je tiens à dire que la réunion est retranscrite par une scope qui s'appelle le Messenger, qui est une scope de l'économie circulaire, l'ESS, pardon, et qui traduit pour les malentendants cette réunion. Donc, elle est simultanément traduite pour les malentendants par le Messenger. Tony, je vous passe la parole. Merci Elisa. Maybe a few words in English to my dear Professor Yunus. I'm so glad to see you, and I hope everything is well with you in Dhaka despite the pandemic. Back in 2016, when you helped us design games more inclusive with a social purpose, you insisted on how important it was to convert imagination into action. And at that time, you believed in us to make it happen. So your participation, your commitment and dedication in moments like today is so important to us. As you said, we need more than ever to make those games more relevant and to make sure that we stay on track. Your support is very important to make sure that we will monitor our progress all together. So thank you very much again for being with us today and for your inspirational and continuous support. So maybe now I will switch into French and say bonjour à tout le monde. Merci à toutes et tous pour votre implication dans ce comité stratégique ESS Paris 2024. C'est vrai que depuis le début, nous sommes convaincus que ces jeux seront réussis, ils seront innovants, ils seront inclusifs, comme le disait Elisa, à la condition de réussir à associer le monde de l'ESS. C'est une stratégie qui a été décidée dès la phase de candidature. Et aujourd'hui, au moment où nous basculons dans la deuxième moitié du cycle de vie de Paris 2024, puisque nous venons de passer la moitié entre le moment de l'attribution des jeux et la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, c'était important pour nous de vous redire que pour le moment, les choses avancent plutôt très bien. La première étape de ce premier cycle de vie et notamment notre partenariat avec les canaux nous a permis de rendre les marchés des jeux accessibles à l'ESS. C'était la première phase pour nous qui était vraiment très importante de poser les bases de cette stratégie, de structurer la démarche pour rendre encore une fois ces jeux accessibles aux ESS et de créer des outils. Aujourd'hui, on a investi beaucoup de moyens, que ce soit des moyens humains, des moyens financiers, et Paris 2024 souhaitait être à l'impulsion de cette dynamique pour créer ces outils, donc ces plateformes ESS 2024, Entreprise 2024, notre guide responsable des achats pour mettre en place, au-delà de la commande publique, une vraie stratégie d'achat à Paris 2024, dans tous les secteurs, avec ces différentes cartographies qui ont existé également.
la création de ces cahiers d'impact. Et aujourd'hui, il y a ce nouveau cahier d'impact autour du handicap qui va aussi permettre aux différentes ESS entreprises de pouvoir valoriser leur savoir-faire en la matière. Donc voilà, tous ces outils nous ont permis de démontrer que cette obligation de moyens sur laquelle nous nous sommes engagés depuis le début, elle continue à être effective. On a des premiers résultats qui sont très encourageants. Alors nous, c'est vrai que Paris 2024, on est vraiment au tout début de nos marchés. Mais on a déjà des premiers résultats qui sont très encourageants et tout à l'heure, Marie et Georgina vous en diront un petit peu plus, notamment sur notre déménagement ici en Seine-Saint-Denis à Pulse, de la manière avec laquelle ça a été conduit et des résultats qui ont été obtenus en la matière. Aujourd'hui, on passe dans une étape dite opérationnelle, c'est-à-dire que les grands marchés de Paris 2024 vont s'ouvrir. Et c'était important pour nous, du coup, de renouveler cette convention avec les canaux pour passer vraiment dans une phase opérationnelle. Et ça a été la décision du conseil d'administration de Paris 2024 la semaine dernière de renouveler pour les 2 prochaines années notre collaboration pour faire ce suivi et transformer la stratégie en acte, en action. C'est là-dessus que ça va se jouer. On sait tous que c'est important d'être bon à l'entraînement, de bien prévoir les choses, mais ensuite en compétition, il faut répondre au présent et s'assurer que tout fonctionne bien comme prévu. Donc on met en place aussi un certain nombre d'indicateurs pour s'assurer que ce suivi soit le plus précis possible et continuer à installer Paris 2024 comme un horizon positif. Je crois que c'est une opportunité formidable pour ce pays d'avoir cet événement qui va réussir à valoriser une nouvelle façon d'organiser de grands événements, une nouvelle façon d'associer très largement, d'engager très largement tous celles et ceux qui veulent faire partie de cette aventure et démontrer que notre pays a énormément d'atouts à mettre en avant pour inventer un nouveau modèle et quelque part créer un peu nos modes de vie de demain. Alors pour Paris 2024, il nous reste 90% des marchés. Et c'est vrai que, comme le disait Elisa, on souhaite aussi avoir un focus particulier aujourd'hui sur les entreprises du handicap et de voir comment on va réussir collectivement à permettre que ce projet de Paris 2024 puisse ouvrir des opportunités, des emplois pour les personnes en situation de handicap. Et c'est aussi là un engagement qu'il faut qu'on prenne ensemble et qu'on arrive à allier les forces et les intentions de tout notre écosystème. Donc moi, je voulais tout simplement vous remercier une nouvelle fois pour votre implication. Et Elisa, je te rends la parole. Elisa, est-ce que je peux résumer en quelques mots pour le professeur Younous en anglais? Alors oui, mais on a convenu qu'on va lui envoyer la retranscription, et ça je le dis pour tous les participants, nous lui envoyons la retranscription de tous les événements et Johan aussi lui envoie quelques mots dans la conversation, il lui écrit en direct les grandes highlights. Donc, si tu veux dire un mot, oui, mais voilà comment, et je l'explique à tous, comment le professeur Younous peut suivre les échanges qui ne sont pas en anglais. Du coup, je passe peut-être la parole à Olivia Grégoire, que je remercie infiniment d'être là. L'État qui soutient cette opération, voilà, autour des JO. Et puis, dans le contexte de crise économique dans lequel nous sommes, est-ce que ça a valeur peut-être d'exemple ou de premier pont sur une relance aussi inclusive et sur comment les grands programmes d'investissement qui vont être lancés en France et qui sont lancés dans le cadre des plans de relance ambitieux lancés par le gouvernement, on pourra s'appuyer sur cette expérience-là. Olivier, je laisse la parole. Merci beaucoup. I'm very sorry, like Thibaut Estanguet, because I should have made the words in English, because it's such a pleasure to see you and to hear you, Mr. Younous. I apologize because I'm going to make it in French, but I heard you, and I know that it would be
translated in the coming minutes. So just a few words to thank you all the ESS 2024 team for the huge involvement on this issue. I'm very happy also to say hello to Mr. Yann Arthus-Bertrand. It's a very nice Tuesday for me to have you in front of me with all the gorgeous team, with Tony Estanguet and all the team. I will follow in French and I apologize. Vous l'avez compris, je suis très contente et je vous en remercie d'être avec vous quelques minutes ce matin dans le cadre de ce comité stratégique ESS 2024. Évidemment, pour aller droit au point, évidemment que c'est un pont extrêmement important pour nous au sein du gouvernement, ce que vous menez au sein de l'équipe dans le cadre de la plateforme ESS 2024. C'est une démonstration par les faits que l'écosystème ESS est un écosystème vivant, qui est capable de répondre à nombre des marchés publics qui sont déployés dans le cadre de la préparation des Jeux. Et puisque je vous l'avais dit de visu et que je ne suis pas du genre à ne pas répéter les bonnes choses, c'est une démarche assez exemplaire que nous observons de très près, que je soutiens en tout cas de toutes mes forces ici à Bercy. C'est un beau mardi. C'est pas tous les jours en réalité que j'ai le plaisir d'intervenir à la fois aux côtés d'un champion olympique et en même temps d'un prix Nobel de la paix. Hier, il y avait les œufs de Pâques, mais alors la fête continue ce matin grâce à vous. Et je vais pas bouder mon plaisir dans des moments qui sont, comme vous le savez, pas toujours très faciles pour nous tous et pour nos compatriotes. Donc merci pour parler qui plus est d'un formidable événement, la perspective qui est ouverte par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est d'autant plus réjouissante, je dirais, qu'on est dans une période assez difficile et donc on parle beaucoup de lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas quand s'arrête le tunnel et je ne sais pas qui a l'interrupteur en main, mais je sais que vous, au sein de l'équipe ESS 2024, avec les Jeux olympiques et paralympiques qui se profilent, vous êtes une source de lumière et une source de réjouissance. Beaucoup a été dit, à juste titre, écrit et fait autour du rôle de levier des Jeux pour l'économie sociale et solidaire. On n'avait pas forcément anticipé, en tout cas, j'essaye de ne pas post-rationaliser, j'avais pas forcément anticipé à quel point ces Jeux seraient pour notre écosystème un instrument de la relance. Je le mesure beaucoup plus depuis plusieurs mois et grâce à vous. Difficile en 2017 d'imaginer qu'une crise sanitaire avec une telle envergure allait plonger notre monde dans un avenir incertain et dans des douleurs si particulières. Si incertain que Tokyo 2020, que deviendrait Tokyo 2021 sans spectateurs étrangers, que notre société traverserait une crise économique, sociale si importante et dans cette situation, dans ces moments difficiles, je me réjouis qu'un projet comme ESS 2024 puisse prendre de l'ampleur, qu'il ait pris naissance avant la crise et qu'il démontre depuis à quel point le besoin de solidarité est plus que prégnant aujourd'hui. Le choix de l'inclusion comme thème de ce premier comité stratégique témoigne bien d'ailleurs de votre démarche vertueuse. Les entreprises adaptées, les diverses structures de l'insertion par l'activité économique sont des membres de cette économie sociale et solidaire. Elles sont au cœur, vous l'avez dit, des grandes priorités du plan France Relance. À ce titre, d'ailleurs, au sein du plan France Relance, c'est 1,3 milliard d'euros ouverts pour l'ESS dans le plan, mais également une enveloppe complémentaire de 320 millions d'euros qui très concrètement vient soutenir 5000 structures existantes et contribuer à la création de 40 000 emplois dans l'ESS. En sauvegardant l'emploi dans des structures d'inclusion, en ouvrant de nouvelles opportunités, le plan de relance a vocation à amplifier l'offre pour les acheteurs publics responsables, offre que vous promouvez de façon très innovante avec votre plateforme qui est exemplaire. Je ne vais pas citer l'ensemble des mesures derrière les 1,3 milliard, mais sachez qu'elles interviennent dans l'ensemble
sur des champs thématiques sur lesquels l'ESS est historiquement en avance, que ce soit la transition agricole, l'économie circulaire, le sport, l'action sociale, le réemploi ou encore le numérique. Nous soutenons l'emploi via les contrats parcours emploi compétences. On a eu un échange il y a quelques jours avec Elisabeth Borne pour promouvoir ces parcours emploi compétences auprès des structures de l'ESS, pour renforcer leurs ressources humaines et se développer, sécuriser leur organisation. Ce sont pas moins de 40 000 parcours emploi compétences qui ont vocation à être déployés dès cette année, avec une prise en charge de l'État qui peut aller jusqu'à 80% pour les parcours emploi compétences dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans les zones rurales. Notre action au gouvernement, elle est complémentaire de la vôtre. Le gouvernement s'efforce de soutenir cette économie sociale et solidaire en la faisant passer à l'échelle, en consolidant ses emplois, ce qui doit permettre à votre plateforme de disposer d'une offre suffisamment large d'entreprises inclusives pour répondre au marché que vous lancez. Cette dynamique, et j'en termine, c'est une dynamique gagnant-gagnant. Sans vous, d'ailleurs, tout ce qu'on injecte en matière de financement et d'emploi au service de l'économie sociale et solidaire serait moins vu, moins utilisé. Donc, je vous en remercie. La vitrine exceptionnelle ouverte par les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doit permettre de démontrer aux acheteurs publics encore trop souvent frileux que leurs projets, petits ou grands, peuvent tout à fait être menés avec des acteurs de l'ESS dont l'impact social et environnemental est positif, ce qui va alimenter une demande, qui renforcera l'offre. Bref, c'est un cercle économique vertueux que nous essayons ensemble depuis l'équipe Paris 2024 et modestement ici à Bercy. C'est un cercle économique vertueux qu'on essaye d'encourager, cercle économique d'acteurs soucieux de l'impact. Je sais que je peux compter sur vous pour que l'héritage de ces Jeux soit bien sûr sportif, mais aussi social et solidaire. Et vraiment, pour le dire très simplement, je vous l'avais dit de visu, Tony Estanguet, donc je ne vais pas varier. Je vous tire mon chapeau parce que la qualité de l'infrastructure qui est votre plateforme, les données qui y sont publiées, la façon dont vous avez réussi ce défi de mettre en ligne et de présenter des acheteurs solidaires, responsables et inclusifs, c'est véritablement un point extrêmement important sur lequel je m'appuie aussi pour démontrer que c'est possible. Et je trouve ça très sain, pour terminer, quand des collectivités, alors au nombre desquelles la première, qui est notre capitale avec Paris, montre aussi la voie, l'exemple. L'État n'est ni omniscient ni omnipotent et des actions comme les vôtres démontrent, inspirent, influencent l'action aussi du gouvernement. Donc, d'abord, merci, chapeau bas. Merci pour ces échanges passionnants et passionnés et comptez sur mon soutien aujourd'hui, mais surtout demain. Merci beaucoup, merci cher Olivia Grégoire. Alors, je passe maintenant la parole à un autre acteur majeur des Jeux Olympiques, la Solidéo. Et Benoît Piguet, vous êtes le directeur des relations institutionnelles. Vous représentez aujourd'hui Nicolas Ferrand, qui nous rejoindra peut-être un peu plus tard, mais qui était pris par un rendez-vous. Est-ce que vous pouvez, vous aussi également, nous faire un point un peu sur la situation sur ces Jeux inclusifs et sur le handicap auprès de la Solidéo? Bonjour à tous, Madame la Ministre, dear Professor Yunus. J'ai un PowerPoint, I have a PowerPoint to share in just 5 minutes just to tell you where we are. So I can do it in French, but the PowerPoint is in English. So I try to share my PowerPoint. That's it. So could you see it? I can see it. Okay, perfect. So, yes, perfect. So, sorry. So just to tell you that we are in the perfect time of our schedule. So we are controlling our schedule. So 2021 will be the construction phase. We already start on the Olympic Village last month in March. So second point is, as Tony Estanguet said, we are working with a lot of SMEs and social and solidarity-based enterprise. We are already work with
more than 600 SMEs and more than almost 30 structures de l'ESS, social and solidarity-based enterprise. We also are contract more than 200,000 hours for people, for person removed from employment. In another way, we are working with Les Canaux and Paris 2024 for more than 3 years already. It's a really great job that we are doing together. Our strategy is a fourfold strategy. So as environmental excellence, social inclusion, business and with meetups and enterprise and SMEs, and for sure, universal inclusion and accessibility. So what is our focus? As Nicolas Ferrand says, we are working on La Ville Bienveillante, achieving to a comfortable and caring city. So in three visions, the resilient city, the active city, and the sensual city. So our strategy is a co-construct with the stakeholders. So stakeholders in our organization, it's plenty of people for sure, the IOC and our friends of Paris and partners of Paris 2024, but also with the national authorities, with the local authorities, and with universities. So we really believe that with this co-construction, we can demonstrate to the world what should be the ESS and the accessibility in 2024. So for this question of universal accessibility, so we are working on 5 priorities with a universal design approach, end-to-end treatment of itineraries, awareness, information and communication, urban resilience and innovation, and a methodological legacy. As you see, and it's almost done, we are developing universal accessibility reference and guidelines integrated into contractual documents. And we are believing that we can connect all together accessibility and social structure de l'ESS and social enterprise. So as you see, already on the Olympic Village, on the Athletes Village, the furniture of the Solideo Bats Camp is provided by a tricycle, solidarity-based enterprise specialized in the collection, recycling, reuse, and upcycling of professional waste. So we are already on the move. So we expect a lot of this morning, of this discussion that we have all together, especially on our strategy for structure de l'ESS and SMEs, and also for what should be the universal inclusion city. And I want to present Mr. Antoine Dussuy, our Director of Strategy and Innovation from the Solideo, is with us this morning for the next hour. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Benoît. Et merci, merci de votre engagement auprès de la plateforme ESS 2024 depuis 3 ans. Effectivement, nous avons renouvelé pour 2 ans encore notre convention avec Paris 2024 et avec la Solideo pour 1 an, mais probablement 1 année aussi derrière. Et donc, Yann Arthus Bertrand, qui est le président des Canaux et qui est là, va nous dire un mot justement sur les résultats obtenus depuis le lancement de cette plateforme il y a maintenant opérationnellement depuis 1 an et demi. Bon, bonjour à tous. D'abord, je voudrais dire que je suis très fier de rencontrer une nouvelle fois mon ami Younous, parce que Mohamed Younous, je pense qu'il est l'ami de tout le monde, hein, des 7 milliards de gens qui habitent cette planète. Je pense que les keywords de l'action de Younous, c'est vraiment humaniste et imagination. Et je pense que c'est 2 mots très, très importants aujourd'hui dans ces Jeux Olympiques. Bien sûr, il y aura le sport, mais je pense que imagination et humaniste, d'aller vers l'autre, sera tellement important. C'est tellement important parce que ces Jeux doivent être véritablement inclusifs et économiques afin qu'ils soient acceptés dans cette période extrêmement difficile économique et aussi d'une façon écologique. Enfin, ça va être fondamental que ces mots économie solidaire et écologie soient au cœur bien sûr de ces Jeux. Alors, je suis très fier d'être président des Canaux parce que 140 entreprises
ont déjà gagné un marché des Jeux Olympiques, c'est extraordinaire, 140. Et il y a 3000 entreprises que les canaux aident, reçoivent des informations pour gagner des marchés encore sur ces Jeux Olympiques. Donc c'est formidable. Et derrière ces chiffres, c'est quand même des entreprises qui sont innovantes, des emplois de personnes très fragiles, des personnes en situation de handicap, d'entreprises de quartier, et des gens surtout qui ne pensaient jamais qu'ils participeraient un jour à des Jeux Olympiques. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Voilà, c'est qu'un début. On va continuer dans les prochaines années avec le jeu. Je pense qu'on continuera encore après les Jeux. Voilà, j'ai fini, je vais être court. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veut parler. Je vous aime tous. Voilà, tout simplement. Merci. Merci Yann, merci beaucoup de ce premier tour introductif. I think that Professor Yunus will have to leave us, so you can thank you very much. We follow. Thank you. And we see you very soon in Paris or in Dakar. Look forward to it. Your office still waiting for you in Paris, and we miss you. We miss you a lot. So please come as soon as possible. Thank you. I miss you too. Thank you for inviting me and this wonderful occasion to get together. Thank you. Bye-bye. 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 Thank you. Thank you. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Marie Barzac, directrice de l'héritage à Paris 2024, justement, pour que, Marie, vous puissiez nous faire un tour sur qu'est-ce qui a été fait en matière de handicap dans ces Jeux inclusifs. Merci Elisa, bonjour à toutes et tous. Alors c'est un plaisir de parler de ce sujet aujourd'hui avec vous parce que c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis des mois et sur lequel on n'a pas forcément eu l'occasion de communiquer. Donc aujourd'hui c'est une première et c'est vraiment important parce que le handicap est un des axes majeurs de la stratégie d'héritage de Paris 2024. Vous le savez, on organise des Jeux paralympiques. On se doit d'avoir des ambitions très très fortes et au moins à la hauteur de l'événement. Alors, dans nos actions, la première de nos actions concerne notre politique des ressources humaines. Pour nous aider en la matière, on a signé une convention avec l'AGFIP, qui est du coup un organisme public qui va nous accompagner pour que nous définissions précisément une stratégie d'accueil et d'intégration des collaborateurs en situation de handicap. Donc pour nous, cette signature, c'est une vraie opportunité en tant que marque employeur. Et puis aussi, parce que tout ce qu'on pense comme dispositif, on les pense pour demain, c'est aussi pour nous un objectif d'être exemplaire et de pouvoir transmettre finalement et d'être une référence pour d'autres employeurs en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap. On aura l'occasion, évidemment, de travailler cette stratégie, de la partager avec nos partenaires commerciaux, nos sponsors, pour aller encore plus loin et pas rester dans le périmètre seul de Paris 2024. Le deuxième axe de notre stratégie, c'est évidemment la stratégie responsable des achats que Tony évoquait tout à l'heure. Elle est extrêmement importante parce que c'est grâce aux achats, d'une certaine façon, qu'on va pouvoir donner des opportunités au secteur adapté, au secteur du handicap, de se connecter au jeu. Et comme le disait Olivier Grégoire tout à l'heure, c'est une formidable opportunité, Yann Arthus-Bertrand le disait, d'aller chercher des publics qui n'auraient pas imaginé pouvoir être connectés au jeu si on n'avait pas dédié des dispositifs. Donc là, concrètement, ça veut dire qu'on a mis le handicap comme un des piliers, un de nos 5 piliers de ce code, de ce sourcing code, de ce code responsable des achats. Et donc, du coup, il a la même valeur que la création de valeur sur les territoires, que l'innovation sociale, que l'environnement, que l'économie circulaire. Donc, à travers ce pilier, ce qu'on vise, c'est de pouvoir ouvrir des opportunités pour générer de l'emploi durable, pour générer plus de solutions d'accessibilité universelle et aussi pour sensibiliser massivement au monde du handicap. Donc voilà, ça c'est les 3 objectifs qui sont derrière le fait d'avoir mis l'inclusion comme un des piliers de notre stratégie des achats. Donc, concrètement, comment ça va se passer? Ça veut dire que pour chaque marché, on va se poser la question de savoir comment on va faire de la place et comment on va
ceux qui vont répondre à nos marchés, à proposer des solutions qui vont intégrer le monde du handicap. Donc, ça veut dire qu'on va pondérer nos marchés en intégrant ce critère comme une grille de lecture et on va aussi prioriser et analyser, noter les réponses à nos marchés en intégrant ce critère. On va aussi se poser la question pour chacun de nos marchés si nous avons l'opportunité de générer des clauses sociales d'exécution dans le contrat. Donc, ça veut dire obliger nos prestataires à faire de l'insertion avec le secteur du handicap. Ou alors, on va aussi se poser la question de savoir si il est opportun de réserver un marché au secteur adapté. Ça aussi, c'est des solutions que nous allons envisager lors de la publication de nos marchés. Donc, vous voyez que ce sont des leviers qui sont assez forts et qui vont mécaniquement enclencher des opportunités pour le secteur adapté. Troisième objectif, strat dans la stratégie, les cahiers d'impact. Donc, Christophe Divy va vous le détailler tout à l'heure. Pour nous, finalement, avant même le contenu de ces cahiers d'impact, ça a été une première occasion de connecter tout le secteur adapté, tous les acteurs du handicap aux opportunités des jeux. Encore une fois, c'est important de parler concrètement de projets, d'opportunités. On parle pas, on n'est pas dans l'imagination là, on est dans l'action, on est dans comment concrétiser ces opportunités en résultats concrets. Donc déjà, première étape, la construction même du cahier d'impact nous a permis de fédérer l'ensemble des acteurs autour de nos ambitions et de notre méthode. Et puis, le travail qui est fait par ESS 2024 depuis maintenant quelques années nous permet aujourd'hui, avec l'accompagnement qui est proposé et le sourcing qui a été réalisé, 3000 entreprises, Yann Arthus-Bertrand le disait tout à l'heure, c'est autant de solutions à proposer à ceux qui vont porter nos marchés, qui vont gagner nos marchés, pour intégrer des solutions avec le secteur du handicap. Et ça, pour nous, c'est essentiel. C'est une façon de faire la démonstration que c'est possible. Et c'est aussi une façon pour nous de jouer, encore une fois, un rôle d'ambassadeur de ces solutions auprès de nos collectivités terres de jeu. Vous savez qu'on travaille à rapprocher les collectivités françaises au jeu, en fait, et de leur proposer d'activer un label terre de jeu. Et donc, on va leur proposer aussi la méthodologie ESS 2024 dans les marchés qu'elles devront générer pour mettre en place des célébrations des jeux, des activités autour des jeux d'ici 2024. Donc, c'est pour vous donner un exemple que ce qu'on est en train de faire à l'échelle de besoins de Paris 2024 va très rapidement aussi se traduire à une plus large échelle. Évidemment, celle de nos parties prenantes directes, la région, la mairie de Paris sont aujourd'hui autour de la table pour en témoigner, mais plus largement partout en France, on a aussi cette opportunité avec les collectivités terres de jeu et les récentes tournées qui se sont déroulées pour partie en physique et puis ensuite quand on a basculé en confinement en digital, nous ont permis de connecter les acteurs de partout en France, des acteurs de l'économie solidaire partout en France au marché des jeux. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue, mais c'est vraiment pour vous donner ces axes stratégiques et Georgina va vous présenter les exemples concrets déjà de réalisation qu'on a pu mener. Merci Elisa. Merci beaucoup Marie. Donc effectivement, des entreprises, on le reverra dans la France entière. Les 3000 entreprises aujourd'hui, c'est 55% en France entière et on va dire région hors Île-de-France et 45% région Île-de-France. Donc et d'ailleurs dans les personnes qui assistent à ce comité, il y a aussi des gens de la France entière. Alors Paris 2024, vous avez déménagé. Et vous vous êtes installé dans des nouveaux locaux en Seine-Saint-Denis, dans un très beau bâtiment, l'immeuble Pulse. Et justement, ce lieu, c'est aussi une démonstration, un démonstrateur de ces jeux inclusifs et solidaires et écologiques, comme le rappelait Yann Arthus-Bertrand. Donc, racontez-nous un peu, Marie Barzac et Georgina Grenon, qui est la directrice du développement durable de Paris 2024. Qu'est-ce que ce bâtiment, comment c'est un bâtiment inclusif et durable? Georgina, je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et au tout début de la réunion, Tony nous rappelait les mots de et notre nouveau siège, en quelque sorte, c'est le premier grand exemple, notre premier site olympique qui nous permet justement de montrer comment
action, on peut la transformer en action dès septembre 2024. C'est l'handicap. On va commencer par ça. Oui. Georgina, on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu pourrais peut-être enlever la vidéo? Peut-être ça passera mieux que le son. Oui, le son coupe un peu, Georgina. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Oui? Oui. Oui. Oui, beaucoup mieux. On t'entend beaucoup mieux. On va faire ça. Donc, je disais, le thème d'aujourd'hui est les handicaps. Donc, on va commencer par rappeler qu'évidemment, notre siège, il est 100% accessible, avec même des adaptations de confort, comme des portes qui s'ouvrent de façon automatique, des choses pour faciliter justement le bien-être au travail, avec des places de parking dédiées, bien sûr, des choses qu'on connaît, mais aussi avec du personnel des cantines entraîné, formé à l'accueil d'handicap. Il y a aussi 25 des effectifs de maintenance technique qui sont en situation de handicap, donc les intégrer par l'emploi. Côté social, un tiers des entreprises sont issues de la Seine-Saint-Denis, 40% sont des entreprises de l'ESS et 60% sont des TPE et PME. Donc, dont 2 salariés sur 3 sont en insertion pour le fonctionnement du siège, donc que ce soit pour le nettoyage, la maintenance ou l'accueil. Donc voilà, on avait vu tout à l'heure avec Marie, donc la question sociale fait partie de notre stratégie responsable des achats. On a pu appliquer ces principes à la conception de services et de l'opération de notre siège. Il y a 2 autres piliers de notre stratégie responsable des achats, donc qui concernent d'un côté l'économie circulaire et d'un autre côté la protection de l'environnement et la neutralité carbone. Donc sur cela, on a pu aussi innover, mettre cette imagination en action. Pourquoi? Parce que par exemple, en matière d'économie circulaire, on a travaillé à faire en sorte que tous les meubles que nous prenons, non seulement soient éco-conçus, mais ils trouvent un issue après 2024. Vous savez, après 2024, on cesse d'exister. Donc, les principes d'économie circulaire, il fallait l'inclure au cœur de notre démarche, justement pour ne pas laisser des choses derrière. Mais non seulement on a pensé à l'après, on a pensé à comment agencer, comment mieux profiter de cet immeuble pour appliquer des nouvelles techniques que l'on sait disponibles, notamment les moquettes. Les moquettes, on les a repris d'autres immeubles qui étaient en train de refaire des travaux. On a récupéré donc l'ensemble des moquettes. C'est pour ça que si vous venez, vous verrez que tous les étages n'ont pas la même couleur. Mais ça fait le job, comme on dit. Ça nous permet d'avoir un agencement convenable, sympa, et nous a permis d'éviter de jeter, en quelque sorte, des dizaines de mètres carrés de moquettes. On a aussi utilisé des textiles recyclés pour l'isolation. On a travaillé beaucoup, surtout à la question de plastique usagénique, dont on a évité l'utilisation dans les étages et dans la restauration. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé aussi avec nos partenaires pour nous permettre d'éviter les bouteilles en plastique et les canettes. Donc, on a travaillé aussi la question de la protection de l'environnement avec une offre de restauration bas carbone, avec une recherche de solutions pour éviter les gaspillages alimentaires et donc permettre à la cantine, quand on pourra, et Dieu l'espère, le faire très vite, avoir une cantine qui sera à 0 déchets organiques. Déjà, parce qu'on pourra précommander, parce que les restes seront vendus les soirs, et parce que ce qui restera sera distribué et tous les déchets organiques partiront à la génération des gaz. Et pour finir justement sur l'énergie, nous sommes bien sûr en 100% énergie renouvelable. D'une part parce qu'on a un contrat des biogaz local et on contribue nous-mêmes à la génération des gaz avec nos déchets, mais aussi en termes d'électricité,
on produit une bonne partie de notre électricité avec des panneaux photovoltaïques sur les toits. Il faut dire qu'on produit l'équivalent de la consommation d'électricité de tous les collaborateurs, de tous les ordinateurs de collaborateurs. Et aussi, on se source en électrons local, on va dire en français, local et traçable auprès de notre fournisseur EDF, et qui a mis en place une solution unique pour répondre à notre envie, justement, de s'assurer que cette électricité était bien française et bien tracée. Voilà, 2 mots sur aussi un autre engagement qui nous tient beaucoup à cœur. Nous sommes les premiers jeux désormais à contribution positive pour le climat, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous en dire plus à un autre moment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Georgina, voilà, et bravo pour cet immeuble et ses remarquables avancées d'un point de vue écologique. Alors, sur cette question justement du handicap, la plateforme a porté des travaux depuis plusieurs mois qui ont eu des fruits. Et du coup, Christophe Divy, qui dirige en fait l'équipe de ESS 2024, et que je remercie d'ailleurs vivement pour le travail qu'il réalise avec toutes les équipes de Paris 2024, de la Solidéo et des collectivités, mais aussi son équipe qui est voilà, 6 personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui travaillent tous les jours sur cette plateforme-là. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quels sont les résultats avec un focus sur les entreprises adaptées et les ESAT? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Elisa. En effet, peut-être quelques éléments de précision sur le secteur du handicap en particulier. Ça fait 2 ans maintenant que la plateforme, elle est pleinement opérationnelle, et on a sur les 148 attributaires, les entreprises qui sont lauréates des marchés de Paris 2024 et de l'ensemble des parties prenantes de Paris 2024. On en a 12% qui sont issus de ce secteur du handicap. Ça représente 18 entreprises, à la fois des entreprises adaptées et des ESAT. Vous avez quelques exemples emblématiques à l'écran. Ce sont des résultats, Tony l'a rappelé en introduction, qui sont tout à fait encourageants, qui sont tout à fait prometteurs. On est très enthousiaste à l'idée que cette dynamique puisse se prolonger. On est d'autant plus enthousiaste que ces résultats à ce stade n'intègrent pas, par exemple, des entreprises qui seraient en sous-traitance d'un certain nombre de fournisseurs officiels. Je pense à un ESAT dans l'Aube qui aujourd'hui assure de la confection textile pour le compte dans la chaîne de production du coq sportif. Il n'intègre pas non plus ces résultats des entreprises du handicap qui sont rentrées dans les groupements pour la construction, pour la rénovation d'un certain nombre d'opérations d'infrastructures pour le compte de la Solidéo et des constructeurs aux côtés de la Solidéo, puisque les contrats sont en train de se signer, donc on les a pas comptabilisés à ce stade. Mais vous voyez que la dynamique, elle est lancée, elle est positive, et elle n'a qu'une vocation, c'est de s'amplifier et de s'accélérer. Alors comment est-ce qu'on a produit ces résultats? C'est la slide suivante, par un sourcing très qualifié et un sourcing très fin, qui maille à la fois l'ensemble du territoire national, les 13 régions métropolitaines, un petit peu l'outre-mer aussi, mais surtout les 13 régions métropolitaines, et qui maille aussi tout le tissu économique national. Quasiment une vingtaine de filières ou de secteurs d'activité qui sont représentés, ce qui nous permet d'aller repérer au plus près de la réalité économique, avec un ancrage de proximité dans les territoires, les entreprises issues de ce secteur du handicap, plus largement dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui ont leur carte à jouer sur les marchés de Paris 2024. Et ce travail-là, on n'aurait pas pu le faire, Marie en a dit un mot tout à l'heure, sans une activité événementielle, une grande mobilisation ces 15 derniers mois, en physique et en digital par la suite, et puis par la collaboration efficace avec un certain nombre des réseaux, là aussi vous les avez à l'écran, des réseaux nationaux dans le champ du handicap, et puis, alors là pour le coup ils n'apparaissent pas à l'écran, leur déclinaison régionale, c'est parce qu'on a un certain nombre de points d'appui dans les territoires qu'on arrive à bien repérer ces entreprises qui pourraient être intéressées, qui pourraient jouer leur carte le moment venu, faire valoir leurs différents savoir-faire, leur capacité à innover, leur capacité à se mobiliser pour produire demain à la fois des services, apporter des fournitures dans le cadre des marchés de Paris 2024. J'en profite pour les remercier, je sais que certains d'entre eux nous écoutent, ces réseaux. Cette collaboration maintenant, elle est installée, elle a vocation là aussi à continuer à monter en puissance dans les prochains mois. Alors la prochaine étape justement, maintenant qu'on a cette dynamique qui est bien ancrée, c'est l'anticipation, c'est le sourcing inversé. J'emprunte la formule à Olivier Debarre
Clark, le directeur des achats de Paris 2024, elle lui est chère et on y est nous aussi très attachés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut qu'on se donne un temps d'avance. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à anticiper les futurs marchés qui vont être publiés par Paris 2024 directement, par un certain nombre des opérateurs de Paris 2024 aussi demain sur les différents sites de compétition, et ils sont nombreux. Et donc c'est l'esprit de ce cahier d'impact. Vous connaissez le format maintenant puisqu'on en a déjà publié sur un certain nombre de thématiques. Et là, sur la question spécifique du handicap, on a voulu en faire un outil opérationnel, un outil d'aide à la décision d'achat pour Paris 2024 et pour les équipes de Paris 2024. Alors concrètement, c'est quoi la méthode? Ça veut dire qu'on cible des familles d'achat ou des sous-familles d'achat et on essaye de manière objective, de manière argumentée, de manière robuste, on essaye de définir quelle est la capacité à agir des entreprises du handicap, quel est le potentiel des entreprises, le potentiel économique des entreprises du handicap. La question de la performance sociale, évidemment, de ces entreprises est importante, mais c'est avant tout la performance économique qui nous intéresse avec cet outil de sourcing pour qu'on puisse démontrer quelles sont les entreprises qui peuvent aujourd'hui, par rapport aux besoins d'achat de Paris 2024, apporter une solution réelle, alors sans la surpromettre, parce qu'effectivement, il faut qu'on soit le plus juste possible dans ce qu'on fait remonter comme élément. Mais en revanche, quand on décide de faire remonter des entreprises du handicap, ça veut dire que clairement, elles pourront fournir dans les bonnes conditions, au bon moment, dans les bons volumes, et puis en maîtrisant toute la chaîne de risques, parce qu'il y en a des risques, et il faut qu'on puisse les accompagner pour maîtriser l'ensemble de ces risques à venir. Alors sur la filière blanchisserie, je rentre pas dans le détail, mais c'est simplement pour vous ayez une illustration et qu'on a un indicateur très important, 83%, ça veut dire que les entreprises du handicap sont performantes. Et du coup, ça veut dire qu'on pourra faire remonter un certain nombre d'éléments à Paris 2024 qui les intégrera dans leurs différentes planifications de marché, dans les différents cahiers des charges, en respectant strictement le code de la commande publique, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on a fait apparaître des leviers d'action de la commande publique. Comment est-ce qu'on arrive à définir une stratégie d'achat, à réserver certains lots, à peut-être restreindre un certain nombre de critères pour que ce soit très engageant pour les entreprises qui se positionnent, pour que les entreprises classiques aussi, des grosses PME, des grands groupes, puissent embarquer dans leur groupement en sous-traitance, en co-traitance le plus qualitativement possible les entreprises du handicap. Donc c'est pas l'alpha et l'oméga, ce cahier d'impact du handicap, mais il a un mérite. Il a le mérite d'être très opérationnel, d'être très immédiat. Il va apporter une base de fournisseurs actualisée en temps réel pour que les acheteurs de Paris 2024 puissent aller chercher de l'information, puissent aller s'en saisir. Alors, cette méthode, elle va être répliquée. On a lancé sur des thématiques comme le nettoyage, comme la gestion des déchets, des travaux d'élaboration de cahiers d'impact additionnels à venir. Et donc, vous voyez qu'on a la volonté maintenant de poursuivre ce travail pour qu'avec ces différents outils, encore une fois très opérationnels, on puisse se dire que les entreprises du handicap vont gagner de la part de marché plus importante et que ça va générer, et on saura le mesurer avec Paris 2024 dans les prochains mois, ça va générer de l'emploi, direct ou indirect, pour des personnes en situation de handicap qui en sont éloignées. Voilà, je m'arrête là, je pourrais continuer longuement, mais je répondrai volontiers à vos questions tout à l'heure. Et puis je crois qu'on a deux entreprises, parce que pour parler du handicap, les meilleurs ambassadeurs sont quand même les représentants des entreprises eux-mêmes. C'est le moment de leur donner la parole. Merci Christophe. Effectivement, deux entreprises qui ont remporté des marchés sont là. Et donc, il y a parmi nous Sébastien Peignon, directeur général de CVSI. Vous êtes là, Sébastien? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur CVSI, cette entreprise? Vous faites quoi? Bien sûr. Alors, CVSI, c'est une entreprise de signalétique. Alors, on fabrique, on conçoit et on pose les éléments de signalétique et de communication visuelle partout en France. Oui, vous êtes une entreprise adaptée. Exactement. Entreprise adaptée, donc sur les 60 collaborateurs, il y a à peu près 80% de travailleurs handicapés qui sont répartis sur les 4 sites, donc au siège au nord de Bordeaux et 3 autres sites en France, dont un à Paris. Et vous avez gagné un marché des jeux? Alors oui, exactement. On a gagné un premier marché sur la fourniture de stylos logotés Paris 2024. Ça, c'était en 2020. Et donc, c'était une grande fierté, un grand honneur pour tous les collaborateurs de CVSI de pouvoir se dire on participe au JO 2024 en France. Merci beaucoup Sébastien. Je pense qu'il y aura d'autres marchés derrière et que ça vous fera aussi remporter d'autres marchés. Alors nous avons
Oui, Pardon, oui, vous voulez effectivement, rajouter quelque chose? non, oui, juste, on est effectivement, on a répondu à un certain nombre d'autres marchés, de mémoire 4. Donc 2 sont en cours de traitement chez vous et 2 autres qui sont en appel d'offres en ce moment, en consultation. Donc effectivement, on est très impatient d'avoir tous ces résultats. Eh bien, on croise les doigts. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi David Lesage qui... Vous êtes là, David? Je suis là. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable commercial de l'ESAT Berthier. Tout à Dites-nous fait. en 2 mots ce que fait l'ESAT Berthier. Alors, l'ESAT Berthier est un ESAT parisien nous sommes 180 personnes, donc 150 usagers, une trentaine d'encadrants. Et nous avons essentiellement 3 pôles d'activité, donc un pôle restauration, un gros pôle restauration qui occupe à peu près 70 personnes, un pôle conditionnement, où on a fait par exemple pour la candidature de Paris 2024, nous avions fait des mailings pour la candidature de Paris à l'époque. Et nous avons une activité de mise à disposition de personnel, donc sur des travaux, sur du jardinage, ce genre de choses. Et en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que nous avons remporté, grâce à la plateforme, un marché sur l'immeuble Pulse, justement, de mise à disposition de travailleurs sur la partie restauration. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors on va dire, ça permet d'avoir un pied au niveau du comité olympique parce que donc pour l'instant c'est un petit marché parce que c'est une personne, mais ça va nous permettre de nous faire connaître au niveau du comité olympique et de pouvoir véhiculer notre leitmotiv qui est le travail par l'excellence, enfin l'excellence par le travail plutôt. Eh bien, c'est un excellent leitmotiv que nous reprenons pour l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. L'excellence, voilà, au service de la solidarité et de l'inclusion. Et nous avons 2. Alors, la première chose, c'est que Yann Arthus Bertrand est obligé de nous quitter. Donc, au revoir Yann. Et puis, nous avons nos 2 marraines et parrains, plutôt que parrains et voilà, marraines et parrains. Sarah Ouramoun, je ne sais pas si vous êtes là, vous nous entendez? Oui, Elisa. Et Riyad Salem, voilà, vous êtes nos parrains. Riyad vient d'intégrer d'ailleurs le CA de Paris 2024. Il va y représenter les canaux et l'ESS, voilà, aux côtés de Sarah. Est-ce que tous les deux, vous voulez nous dire aussi un petit mot de votre point de vue? Alors, je vais laisser la parole à Sarah, voilà, parce que c'est une femme en premier de la mise en œuvre de ces jeux inclusifs. Merci Elisa, bonjour à tous. Mais écoute, moi je suis impliquée depuis le début de la candidature et j'en suis ravie, je manque pas d'énergie, donc je suis contente et je commence déjà à voir sur le terrain l'impact, puisque moi je suis quand même présidente du club en Seine-Saint-Denis et on voit l'engouement, on voit l'envie des jeunes et des habitants à l'arrivée de ces jeux, parce que finalement le temps passe vite et voilà, ils sont pressés. Mais moi, je suis sur Aulnay-sous-Bois et la piscine va bientôt être inaugurée. Voilà, on a eu la communication par le maire cette semaine. Donc, il y a un bel engouement et j'en suis ravie. Merci Riyad Salem. Voilà, Riyad. Voilà, et donc ces jeux inclusifs. Vous m'entendez bien ou pas? On t'entend. Très bien. On t'écoute. Est-ce que j'essaye de me vidéo. Alors là, on ne t'entend plus trop bien. Et là, vous m'entendez ou pas? Ça va. Vous m'entendez? Parle et on te dira. Alors, Riyad, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, vraiment pas bien. Est-ce que tu peux, on va essayer de te contacter par téléphone ou on va voir avec Élise? Avec plaisir. Ok? D'accord. Donc, Élise t'appelle pour voir comment. Et en attendant, on va justement commencer le tour de table des partenaires de la plateforme. Donc, évidemment, ça n'aurait pas lieu sans les collectivités qui sont impliquées
dans cette aventure des jeux et qui accueille les jeux, hein, parce que c'est elle qui accueille les jeux. Donc, et qui ont pris évidemment la question des jeux inclusifs, mais aussi celle du handicap sur leurs épaules et dans ce projet. Donc, Pierre Rabadan, adjoint de Anne Hidalgo, en charge des jeux et du sport, et un binôme avec Florentin Letissier qui est en charge de l'ESS. Comment, à Paris, vous portez cette question-là? Bonjour à tous. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Pardon. Florentin est pas là encore? Si, on le voit, mais on l'entend pas. Ah. Je te laisse la parole, bien sûr. Non, je t'en prie, c'est ton secteur, je prendrai après. D'accord, alors j'essaie de... Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement, Florentin. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci Elisa de me donner quelques instants la parole. Simplement pour dire effectivement que cet enjeu du handicap, de l'insertion des personnes en situation de handicap sur le marché de l'emploi, il est fondamental pour nous, la mairie de Paris. Et évidemment, cette ambition qu'on a avec les JOP 2024 s'inscrit dans cet objectif. Dans les prochaines semaines, on va relancer l'élaboration du nouveau schéma de la commande publique responsable à la ville de Paris. Donc là, ça concerne vraiment les achats de la ville de Paris, mais c'est quand même 1,6 milliard d'euros, hein, c'est une somme considérable. Et donc évidemment, les clauses qu'on va pouvoir insérer en termes de justement favoriser l'emploi pour les personnes en situation de handicap, et évidemment, ce sera un chantier très important. Et d'ailleurs, on souhaite convier on souhaite convier le plus d'acteurs possible à participer à l'élaboration de ce schéma. Moi, j'ai pas eu l'occasion finalement de travailler tellement sur les enjeux liés au marché des Jeux Olympiques pour l'instant, mais je trouve qu'évidemment c'est un enjeu fondamental. On a un tissu entrepreneurial qui est très dynamique aussi. Je rencontrais encore il y a quelques semaines Up Entrepreneur, qui est une structure qui accompagne l'entrepreneuriat justement des personnes en situation de handicap. C'est très intéressant, c'est des gens qui portent beaucoup de projets qui ont du sens et avec des vraies réussites économiques. Je crois il faut qu'on mette en avant et c'est bien ce que je souhaite aussi faire sur ma délégation. Donc bravo à toutes et tous, merci au Cano, Elisa, et puis à très bientôt pour poursuivre ensemble tous ces beaux projets. Merci beaucoup, Florentin. J'enchaîne, hein, Elisa, si tu veux bien, pour souligner les points qui ont été abordés par Florentin, bien sûr, et tous les intervenants précédents l'ont déjà dit, mais il était essentiel pour nous, suite à la création de la Maison des Canaux, de pouvoir amplifier le développement de l'économie sociale et solidaire et de s'en servir pour améliorer l'accessibilité à l'emploi de manière générale et en particulier aux personnes en situation de handicap dans une ville qui se transforme et qui va continuer à le faire avec comme moteur évidemment l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. On connaît évidemment une situation difficile en ce moment, hein, compte tenu de la crise sanitaire, mais pour le coup, ça n'entache en rien notre volonté d'améliorer l'accessibilité. Il y a, comme vous le savez sans doute, dans Transformation Olympique, notre plan d'héritage, des mises en accessibilité entre 11 et 15 quartiers en fonction du tableau de marche que l'on pourra faire pour améliorer les accessibilités. Évidemment, l'ensemble des sites qui serviront pour les Jeux, que ce soit des sites d'entraînement ou des sites de compétition, permettront d'améliorer l'accessibilité. Et on doit travailler aussi avec la revue ou le reformatage du plan local d'urbanisme à tout ce qui est design actif et qui permettra d'améliorer l'expérience et la visite ou le parcours parisien pour les personnes qui connaissent des difficultés de déplacement de quelque nature qu'elles soient. Voilà, on a ici, et je vais pas être trop long parce que je pense que tous ceux qui sont ici en sont convaincus, un moteur essentiel à la fois avec les Jeux Olympiques et Paralympiques sur l'aspect économique, et on voulait aussi que l'économie sociale et solidaire, et on l'a fait en parfaite cohérence avec évidemment la Maison des Canaux, mais le comité d'organisation, la Solidéo aussi,
et ça a été redit, en profiter pour permettre à l'économie sociale et solidaire d'être mieux connue, peut-être de changer d'échelle, d'aller chercher des marchés, et aussi pour permettre aux Jeux Olympiques et Paralympiques une meilleure acceptabilité, ou en tout cas une meilleure infusion au sein du tissu économique parisien et même francilien, et voire même national, mais pour développer cet aspect économique qui mérite d'être connu, parce qu'il a énormément de vertus, et on a besoin de ces vertus-là, et elles sont en accord avec le projet que l'on porte depuis la phase de candidature, et qui, malgré les difficultés conjoncturelles du moment, ne baisse pas en termes d'ambition, et il faut continuer à se projeter avec cette détermination-là, et je sais que tous les gens qui participent ici en sont absolument convaincus. Voilà, je suis pas plus long, mais évidemment, on est très enthousiaste à continuer à porter cet objectif avec détermination, et ce jusqu'à 2024 au minima, pour ensuite le déployer, et j'espère passer à une vitesse encore plus rapide pour le développement de l'ESS. Je vous remercie. Merci beaucoup. Riyad Salem, est-ce que tu es parmi nous à nouveau? Oui, comment? Vous m'entendez là? Très bien. Super. Eh ben, moi, je salue tout le monde. Je suis ravi de voir qu'on a toujours autant de belles personnes qui nous accompagnent, que ça soit sur 2024 avec Tony, la ministre, avec Madame Grégoire, la mairie de Paris, avec Pierre. Voilà, toutes ces personnalités-là sont très importantes pour nous. Ça donne vraiment ça fait chaud au cœur, ça me met en joie, et ça me met surtout en joie de voir qu'on a des ESAT qui sont dans des univers différents, qui répondent à ces appels d'offres, même si c'est par la petite porte. J'ai bien compris ces ambitions, elles sont importantes. J'ai entendu un mot qui m'a énormément touché, c'est l'excellence. C'est vraiment quelque chose, en plus on est dans le sport, dans le haut niveau, les jobs, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont l'excellence, et le fait qu'on soit aussi dans l'excellence à travers le secteur protégé, je trouve ça excellent, tout simplement. Donc voilà, c'est top, que du bonheur, ça me met en joie. Merci beaucoup. Alors, le Haut Comité à l'inclusion, justement, est parmi nous. Et donc, Thibaut Guilly, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du point de vue de l'État et justement des programmes que vous portez? Thibaut? Elisa, oui, c'est... Bonjour à tous. Désolé, la connexion n'était pas très bonne. Ravi d'être avec vous. Alors Thibaut, la connexion effectivement n'est pas très bonne. Nous ne t'entendons pas. Si tu coupes ta caméra, ça passerait mieux peut-être. Non, Thibaut, il faut couper ta caméra. L'organisation de l'État, je pense qu'elle est... commence à être... Thibaut, je te propose que nous essayions de te joindre par téléphone. Élise va t'appeler et je vais passer la parole à Sylvie Mariot qui représente Valérie Pécresse et la région. Et donc, la région Île-de-France est engagée sur ces sujets-là, est engagée dans ESS 2024. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous dire justement comment, sur ces questions de ESS, vous voyez ce programme comme un exemple ou pas de ce qu'il faut faire au niveau de la région? Merci beaucoup, Elisa, et merci surtout de m'avoir invité à ce comité stratégique. On est bien sûr très admiratif de ce qui est fait chez ESS 2024. Et en fait, ce que fait la région vient, je dirais, c'est un peu en complément, en parallèle, même parfois un peu en amont, puisqu'en fait, la stratégie que s'est fixée la région depuis 2017, c'est une stratégie de développement économique des structures de l'ESS. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de la présenter à plusieurs reprises. L'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, ces structures de l'ESS s'attaquent
à des défis auxquels sont confrontés nos territoires, que ce soit l'emploi, l'éducation, la place des personnes handicapées, l'environnement, etc., souvent bien mieux et bien plus efficacement que ne pourraient le faire certaines collectivités locales. Et en fait, c'est d'où cette volonté de développement économique des structures de l'ESS. L'idée, c'est de dire que grâce à ce développement économique, en fait, c'est la création d'emplois, et qui dit création d'emplois dit en fait un accroissement de l'impact social de ces structures de l'ESS. Donc c'est un peu ça la volonté à la base et ce choix fait par la région de développement économique de ces structures. Alors il y a eu un panel très très large d'actions qui ont été menées. Et parmi ces actions qui ont été menées, il y a eu, on a travaillé au changement d'échelle des structures de l'ESS avec un certain nombre d'actions, que ce soit l'accès aux aides économiques, que ce soit l'accompagnement de pépites ESS. J'ai vu passer un certain nombre de logos d'entreprises au cours de cette matinée qui sont pour certaines des entreprises qui sont accompagnées encore aujourd'hui dans le cadre de cet accélérateur ESS de la région mené avec HEC. Et puis, il y a eu d'autres volontés également de la région dans cette stratégie de développement économique, qui a été notamment, on en a beaucoup parlé ce matin, le développement des achats solidaires de la région, simplement parce que il y a rien de mieux que d'être exemplaire quand on veut montrer l'importance de quelque chose. Donc, on a expérimenté un certain nombre de choses, dont notamment les critères sociaux dans certains marchés de la région. Et puis enfin, là où on se rejoint fréquemment, on a également eu une volonté de développer l'ESS au sein des bassins d'emploi de l'Île-de-France. Et ça, on l'a fait avec un partenariat fort avec la Chambre régionale de l'ESS. Et donc, on a organisé un certain nombre de conventions d'affaires dans ces bassins d'emploi. Et notamment, par exemple, vendredi dernier, je crois, nous étions ensemble. Le temps passe bizarrement avec ces réunions par visioconférence. Nous étions ensemble à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, puisque l'un des sujets qui avait été identifié par le bassin d'emploi de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, c'était justement les Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, en fait, avec la Chambre régionale de l'ESS, avec ESS 2024, on s'est tous retrouvés au sein de ce bassin d'emploi, justement pour voir quelles étaient les solutions qui pouvaient être apportées à cette problématique locale, du développement en fait de ces structures de l'ESS dans le cadre des Jeux olympiques 2024. Donc voilà. Donc je pense qu'on a vraiment des intérêts communs, c'est-à-dire que nous, notre intérêt, c'est le développement économique de ces structures pour qu'elles puissent répondre à ces marchés en fait qui sont lancés notamment par Paris 2024 et portés par la plateforme ESS 2024. Merci Sylvie. Alors on va tenter à nouveau Thibaut Guilly. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Vous pouvez nous parler? Eh ben non, toujours pas. Ça ne marche pas. Mais Thibaut? Allô Thibaut? Non, ça fonctionne pas. On va essayer par téléphone peut-être. Alors, je vais me tourner vers Azzetine Taïbi qui doit être là aussi, je crois. Tout à fait. Vous êtes là? Vous m'entendez? Voilà, exactement. Et donc, vous représentez Plaine Commune. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on vous laisse la parole. Très bien. Écoutez, à mon tour, hein, j'ai entendu écouter les interventions précédentes et je ne vous cache pas que je suis très ravi de participer à ce comité stratégique au nom de Plaine Commune et de son président. Je vais peut-être insister sur deux points, mais le sujet a déjà été abordé par un certain nombre de personnes auparavant. Deux enjeux majeurs, moi, qui me semblent extrêmement importants à développer, à prendre en compte. D'abord, je partage sur le fait qu'il faut vraiment utiliser vraiment les GOP comme un levier important pour développer à la fois la place, mais aussi le rôle des acteurs de l'ESS qui sont déjà nombreux sur le territoire. Et dans cette démarche d'économie, ça me semble important.
Ça, c'est déjà un enjeu primordial. Je vais ensuite détailler quelques éléments. Et puis l'autre enjeu dont nous sommes fortement attachés ici sur le territoire, mais je sais que c'est partagé, de mon point de vue, l'enjeu aussi vraiment d'impliquer les habitants, les collectifs, les associations qui sont des forces vives dans nos territoires et dans nos villes pour que justement les habitants et les collectifs puissent, je dirais, partager ce projet ambitieux et permettre qu'il soit, de mon point de vue, avant tout des acteurs, des accélérateurs justement à part entière dans cette dynamique des jeux. Et je sais que c'est fortement, je dirais, une priorité affichée par le comité stratégique. Et je voudrais vraiment en profiter pour me féliciter du bilan qui a été dressé par le comité et du partenariat, de la collaboration très riche qui existe entre l'ESS 2024 et Peine Commune. Il y a déjà, de mon point de vue, ça a été dit tout à l'heure, déjà de belles réussites et déjà des projets qui qui ont pu émerger sur le territoire dans le cadre de ces jeux. Je pense en particulier au travail qui est mené avec Moulineau, d'ailleurs sur ça, mais je pourrais aussi parler d'Alage ou encore de l'ESAT Pléiel. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'ESAT Berthier et puis la ferme de Galie sur Saint-Denis. Voilà, vraiment des projets très importants, des projets qui je dirais, mènent un travail sur le terrain au plus près des habitants. Donc, je pense qu'il est vraiment nécessaire à la fois de l'amplifier et puis peut-être aussi d'apporter encore plus, je dirais, de partage au niveau de ces projets. Alors, bien évidemment, il y a, et ça a été dit, encore des marges de progression à mener. De mon point de vue, pour l'instant, les marchés ne sont pas toujours conçus pour être largement appropriés par les acteurs de l'ESS. Donc, il y a peut-être des à mener. À mon sens, peut-être qu'il faut aussi poursuivre davantage la démarche d'allotissement. Comment arriver justement à les adapter par rapport au délai, comment encore mieux accompagner les acteurs pour leur permettre de répondre justement à ces démarches. Et puis, certainement qu'il faut aussi également poursuivre le sourcing inversé. Je sais que c'est un sujet qu'on a souvent, nous, abordé au sein de Peine Commune pour que c'est un sujet qu'on a davantage conçu, soit davantage rédigé à partir des capacités, à la fois des capacités d'innovation des acteurs de l'ESS et pas forcément l'inverse. Je pense que ça, c'est important parce que ça permettra aussi de s'assurer d'une certaine manière à ce que les acteurs de l'ESS fassent partie des groupements au moment des réponses en appel d'offres qui sont parfois compliquées et soient totalement associés à leur juste place et traités de manière beaucoup plus sécurisée dans ce travail. Donc, je pense que là, il y a un enjeu important. Je pourrais aussi également évoquer l'importance de travailler et d'agir aussi sur les marchés sans publicité. Donc ça aussi, c'est peut-être aussi un enjeu important parce que ces marchés sont en effet beaucoup plus accessibles pour les acteurs de l'ESS, mais sont aussi gérés directement par des équipes projets beaucoup plus opérationnelles. Donc il faut, à mon avis, retravailler ces éléments. Mais en tous les cas, dans ce que j'ai pu entendre et écouter jusqu'à maintenant, je sens qu'il y a une dynamique collective qui est extrêmement forte, une ambition partagée d'être au plus près des territoires, donc au plus près des habitants, et puis des acteurs qui font vivre justement cette démarche. Et je pense que dans cette situation de crise sanitaire, bien évidemment, les acteurs de l'ESS ont, de mon point de vue, un rôle majeur à jouer. Et je pense que le comité stratégique veillera à ce que ce travail et ces dynamiques soient totalement engagés. En tous les cas, merci pour les échanges et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, on va vous proposer une solution alternative qui est de donner la parole à Thibaut Guilluy par téléphone. Donc, il est là à côté de moi et voilà, il va pouvoir s'exprimer. On le tente comme ça. À toi la parole, Thibaut. Bon, bonjour à tous. J'ai coupé, je suis désolé, je vous entends en tout cas depuis tout à l'heure très bien, mais donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Ça aura fait un petit peu de suspense en fait, hein. C'est bon, me fait Lisa, donc c'est parfait. Écoutez, moi je suis évidemment comme vous tous ravi de participer à ces nouveaux échanges. Évidemment, je suis ces enjeux depuis déjà quelques temps. Peut-être pour vous rappeler, si vous me demandiez le rôle de l'État et qu'est-ce qu'on peut apporter
dans tout cela. Comme vous le savez, depuis 2017, en tout cas, le président de la République et puis aujourd'hui le Premier ministre ont souhaité qu'on renforce très fortement le secteur de l'inclusion, tant auprès des entreprises adaptées que des acteurs de l'insertion par activité économique. Et puis depuis peu aussi, nous travaillons main dans la main avec les ESAT pour pouvoir voir comment accompagner ce secteur-là. Donc il y a aujourd'hui, je dirais, tous les moyens pour pouvoir accompagner, investir, construire des filières dont parlait Christophe Divy dans son intervention, travailler en consortium avec des moyens qui sont relativement conséquents. Je pense que cette année encore, enfin en 2020, nous avions mis en place un plan de relance d'un peu plus de 300 millions d'euros pour les acteurs de l'inclusion avec Elisabeth Borne et puis Brigitte Klinkert, et on va renouveler la démarche en 2021, tant pour accompagner la création d'emplois que pour accompagner ces dynamiques d'investissement. Et c'est là où le travail qui est fait par le comité d'organisation et puis par OSS 2024 est absolument clé. Parce que nous sommes bien dans l'action sociale par l'activité économique. Et donc, on peut accompagner les acteurs, mais il faut aussi un environnement, un écosystème qui fasse que la commande publique et la commande privée et les partenariats avec les acteurs publics et privés montent en puissance pour qu'il y ait plus d'emplois et plus d'opportunités données aux personnes peut-être du territoire et difficultés dans ces Jeux Olympiques. Donc, je veux évidemment saluer le travail qui est fait par OSS 2024 depuis le début. Je me réjouis de la signature et du renouvellement du partenariat avec le COJO, puisque c'est un acteur avec lequel nous allons aussi travailler à mettre à disposition un certain nombre d'outils. Parce que nous avons l'enjeu de mobiliser les acteurs publics et les acteurs privés. C'est ce que nous faisons, y compris du point de vue de l'État, avec des évolutions législatives, avec des évolutions réglementaires, avec les nouveaux cahiers des charges, la sortie aussi du futur plan national d'achat pour le développement durable, qui sont autant d'incitations et de renforcement des incitations de tous les acheteurs publics et privés à avoir une conception globale de leur performance, économique bien sûr, mais aussi écologique et sociale. Donc tout cet écosystème-là va tout à fait dans le sens de ce que vous portez avec les Jeux Olympiques. Je tenais aussi à saluer l'engagement du COJO, avec qui nous avons eu encore des échanges il y a peu, avec évidemment le délégué interministériel, puisque à la suite de ce qui avait été mis en place sur la Solidéo, les équipes du comité olympique ont fait vraiment un travail fin d'analyse des familles d'achat et de toutes les opportunités qu'on pouvait aller travailler, avec une priorisation sur certaines filières et aussi le développement de pratiques, on va dire un petit peu exemplaires, pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y aura une opportunité à travers les achats de pouvoir générer finalement un impact social, un impact local, ça pourra être fait. Et donc nous allons travailler ensemble sur cette feuille de route partagée pour évidemment faire en sorte que les résultats soient à la hauteur de nos attentes partagées. Il faut maintenant continuer en outillant, donc au-delà des investissements que nous allons mettre, nous sommes en train aussi de développer tout un écosystème d'outils digitaux qui permettent de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande, les opportunités d'emploi et ceux qui en ont besoin. Il y a Un jeune, une solution pour la jeunesse qui est vraiment la plateforme pour pouvoir recruter les jeunes. Il y a la plateforme qui permet de faciliter le recrutement en entreprise adaptée, en ESAT, des personnes en situation de handicap, et on est en train de déployer cet outil-là en lien avec vous. Et puis depuis peu, on a lancé aussi cette marketplace qui va permettre d'accompagner les acheteurs à identifier l'intégralité de l'offre sur le territoire des acteurs de l'insertion, du handicap, de l'économie sociale. Donc vous voyez, on n'est pas là juste pour prescrire et poser des objectifs, mais ces objectifs-là, en fait, c'est des objectifs qui sont partagés. On ne peut les atteindre qu'ensemble, avec les élus, les collectivités, avec le COJO. Et vous pouvez compter sur l'État et sur la mobilisation aussi de mon haut commissariat pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse atteindre et même dépasser ces objectifs ambitieux. Je pense que c'est l'esprit dans lequel sont des anciens champions comme Tony Estanguet ou comme Riyad Salem ou que je vois là. Et donc on tâchera d'être à la hauteur de votre palmarès en matière de commande publique et responsable.
Merci beaucoup, merci Thibaut Guilly. Et donc, comme on fait toujours ce qu'on dit, ce qu'on annonce au Cano, cette réunion doit se terminer à 12h30 par un mot de conclusion de 2 minutes de Tony Estanguet. Il est 12h28. Donc voilà, c'est le temps de faire ce mot de conclusion. Merci beaucoup Tony, je te laisse la parole. Tu es trop forte, Elisa. C'est une précision digne d'une grande sportive de haut niveau. Moi, je voulais tout simplement vous remercier toutes et tous. Ça fait plaisir de voir qu'effectivement les choses continuent d'avancer, de voir cette énergie collective. On a, je crois, tous conscience quelque part que l'aventure qu'on est en train de vivre, elle est unique, elle est fantastique. Les enjeux sont très importants. On peut vraiment faire de ces jeux un projet extrêmement inclusif et utile qui va rénover notre manière de penser, notre manière d'aborder les choses, et on a vraiment envie de construire cet héritage avec vous. Et donc forcément, c'est une aventure qui ne peut réussir que si chacun y trouve sa place et son intérêt et s'y investit. Donc vous redire que chacun peut s'investir aux côtés de SS 2024 et qu'en tous les cas, nous, on est ravis vraiment de tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent, et on veut continuer dans cette ligne droite vers ces Jeux de Paris 2024, et on vous remercie vraiment pour votre implication parce que ça va vite, le compte à rebours s'égrène très très vite, et effectivement ça a été dit, beaucoup de grands champions, de sportifs de haut niveau olympique et paralympique s'investissent et comptent aussi sur nous, sur chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Donc c'est important de ne pas décevoir les attentes aussi de la population. La question du handicap, elle est centrale. On a encore, nous, en interne, organisé un grand séminaire ici avec toute l'équipe de direction, avec nos amis britanniques, pour bien débriefer tous les enseignements des Jeux paralympiques et essayer de décortiquer vraiment comment réussir à optimiser tous les enjeux autour des Jeux paralympiques, notamment pour susciter des vocations, multiplier les opportunités pour les personnes en situation de handicap en matière d'emploi, de volontariat et d'engagement. Donc voilà, on est mobilisés, on est à bloc, on a beaucoup d'énergie et on a surtout très envie de continuer à co-construire la réussite de ces Jeux avec vous. Donc merci à toutes les équipes de SS 2024 et surtout de tous ces partenaires. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à toutes et toutes. Et l'aventure continue. À très vite à chacun pour continuer cette belle ambition. Au revoir. Salut. Merci. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Bravo. Au revoir. Merci Elisa. Au revoir. Au revoir.